Alors, merci à tous les quatre d'être là. En fait, je vous propose, si vous le voulez bien, un premier tour de table assez rapide. Ça va aller vite ce matin parce que le temps est compté, évidemment. On a déjà pris du retard, je ne vous le cache pas. Et donc, je vais commencer avec vous, Vincent Le Cerf. Vous êtes directeur des ressources humaines et de la transformation donc chez Orange. Je voudrais juste vous demander très simplement, en quoi, selon vous, en tant que DRH, le mécénat de compétences est devenu un levier important dans votre stratégie RH? Bonjour à toutes et tous. Alors, juste un élément de contexte, c'est une pratique déjà très ancrée chez Orange, puisqu'on a près de 4000 personnes qui ont fait des mécénats de compétences depuis les 15 dernières années. Et c'est fait partie d'accords, d'usages, de pratiques. C'est vraiment ancré en début de carrière, en milieu de carrière, avec des outils comme le congé de respiration et du mécénat de compétences plutôt en fin de carrière, donc à différents moments. Donc, pour rebondir sur ce que disait Audrey Richard, effectivement, c'est vu comme un élément qui peut vraiment faire partie du développement personnel de la carrière. Et sur des durées différentes, j'imagine. Il y a Sur du court, il y a du moyen, il y a du long. Sur des durées, les congés de respiration en moyenne, c'est 10 mois. Sur les fins de carrière, c'est en moyenne 6 mois. Et c'est plus variable en début de carrière. Et on a aussi des formats plus courts tout au fil de la carrière. Pour nous, c'est un sujet essentiel dans une double dimension. Une dimension sociétale, parce qu'on est un acteur de la société, on accompagne, on doit faire société et on accompagne. Et donc ça veut dire que, je ne vais pas parler de l'impact, mais le choix des associations, le choix des projets est essentiel. Mais c'est aussi un message essentiel vis-à-vis de nos salariés. C'est-à-dire que vous pouvez vous développer d'une autre manière, vous pouvez apporter autre chose. Et pour cela, ça fait vraiment partie de nos contrats, de notre contrat, nos accords parfois, pour vraiment accompagner au mieux la société, mais aussi permettre à chacun de se développer. Et donc ça fait vraiment partie, c'est au cœur de ce que l'on offre, dans des formats qui sont assez structurés, construits, avec une structure qui s'appelle Orange Solidarité, qui permet de prédéterminer un peu les cibles, avec des jurys pour choisir, mais quand même beaucoup de monde qui s'y présente. Et effectivement, par exemple, on a signé un grand accord sur la gestion de l'emploi et des compétences. Cet élément-là est au cœur de ça, au travers de ce qu'on appelle le congé de respiration, au travers de la possibilité pour quelqu'un qui partirait un peu plus tôt que l'âge de la retraite, de dédier son temps de transfert de compétences, non pas en interne, mais en externe. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple de mécénat de compétences qui fait vraiment sens pour vous? Alors, vous en avez sans doute des centaines, des exemples. Mais comme on l'a préparé, je suis sûr que vous avez un exemple à partager avec nous. Alors oui, mais j'en ai beaucoup. En fait, on a beaucoup de gens qui, en fin de carrière, viennent former soit des jeunes générations à l'usage des outils numériques de manière responsable, et c'est un vrai sujet, ou des populations plus âgées pour qui ne sont pas des digitaux natifs, on va dire, et où on accompagne ça. Mais on va avoir des gens qui vont aider les startups à travailler, je me rappelle de ça dans l'IT, mais aussi dans le recrutement, ou des gens qui ont fait ça au niveau du social, qui veulent t'insérer. Je me rappelle quelqu'un dans mes équipes qui est allé passer 9 mois pour accompagner des gens en hôpitaux et des enfants qui avaient des traitements lourds pour apporter de la joie avec des sessions de clowns qui allaient dans des hôpitaux. Donc c'est très variable. C'est soit de la formation, c'est soit des actions solidaires, sociétales, soit parfois des start-upers que l'on aide. Mais il y a plein d'exemples très concrets. Et ça donne du sens, pas seulement dans l'entreprise, mais aussi dans la vie, mais encore plus parce que c'est accompagné par l'entreprise. Donc c'est un joli témoignage. C'est très important. Et c'est vraiment et je veux rebondir sur le fait que pour les gens, c'est une véritable expérience qui fait levier ensuite quand ils reviennent dans l'entreprise. Muriel Signoret, alors vous allez vous passer les micros, oui, parce qu'il n'y a pas un micro par personne, mais voilà, c'est très bien. Vous êtes donc directrice RSE chez Groupe SNCF. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi le mécénat de compétences est pour vous un levier RH stratégique? Alors effectivement, bonjour à tous. Tout d'abord, c'est pour le groupe SNCF un dispositif et un levier stratégique RH et RSE qui est absolument fondamental. La SNCF est une entreprise d'utilité sociale, d'utilité publique, de par son activité première, qui est la mobilité décarbonée. Quand on recrute aujourd'hui, même si je ne suis pas des RH, mais quand on recrute aujourd'hui, on le voit, la question du sens est absolument essentielle
pour les recrues et notamment pour les jeunes. C'est vrai chez les jeunes. Est-ce que c'est vrai aussi pour les plus anciens? Oui, c'est vrai aussi pour les plus anciens et c'est vrai pour les salariés qu'on ne vient pas de recruter et qui sont dans la maison depuis longtemps. Et en général, quand la question du sens est importante pour ces salariés ou pour ces nouvelles recrues, c'est parce qu'ils ont l'engagement aussi chevillé au corps. Et au-delà donc de notre cœur de métier, la mobilité décarbonée, au-delà du salaire que chacun va toucher à la fin du mois, cet engagement, l'entreprise doit apporter aussi, doit promouvoir et faciliter les parcours d'engagement. Et le mécénat de compétences est un dispositif qui est clé pour nous. Alors, combien de collaborateurs sont engagés en mécénat de compétences chez vous? Alors, c'est ce que j'allais y venir. Justement, nous, on a lancé le mécénat de compétences il y a déjà 10 ans. Je n'ai pas les chiffres sur ces 10 dernières années, mais en tout cas, sur les 4 dernières années, ce sont 11 500 collaborateurs qui ont bénéficié de ce dispositif sur des durées plus ou moins longues. On a des mécénats de compétences longue durée qui peuvent durer jusqu'à 3 ans, voire un peu plus si on renouvelle. On le fait rarement parce qu'après, il faut aussi penser au retour dans l'entreprise. Et ça, c'est un sujet que je pense on doit travailler un peu plus finement, notamment quand nous sommes dans des organisations comme la SNCF, mais pas que, qui sommes en grande transformation. Il faut aussi penser et accompagner le retour de ces mécénats de compétences longue durée. Mais voilà, on a aussi du mécénat de compétences de courte durée. Donc, juste pour conclure, effectivement, le mécénat de compétences, c'est un levier stratégique pour les RH, mais aussi pour la RSE, puisque je parle en tant que directrice RSE du groupe, parce qu'il nourrit à la fois notre marque employeur et il nourrit notre raison d'être. Et alors, vous êtes une entreprise, comme beaucoup d'entreprises, et forcément, vous réfléchissez à la rentabilité de vos investissements, de vos engagements. J'aimerais savoir si vous réfléchissez, si vous arrivez à mesurer le ROI du mécénat de compétences en matière RH. Ou RSE, si c'est plus facile, parce que oui, c'est votre casquette. Alors, la Fondation SNCF a lancé une mesure d'impact, une étude de mesure d'impact début 2025. Et donc, on a quelques chiffres qui nous permettent d'éclairer, effectivement, de nous éclairer sur les atouts, les bénéfices, le ROI de ce mécénat de compétences. Alors, évidemment, ça ne va pas être un ROI financier dont je vais vous parler, mais c'est plutôt, donc, cette étude d'impact, elle a été menée y compris sur le mécénat de compétences, mais pas que. Et on voit que le mécénat de compétences permet de faire découvrir, mais aussi d'inscrire dans la durée l'engagement chez les salariés. C'est un vecteur, évidemment, de fierté, de reconnaissance vis-à-vis de l'entreprise. C'est un facteur d'attractivité très fort. Je parlais tout à l'heure de marque employeur, mais c'est au-delà de... Enfin, voilà, c'est vraiment un levier important pour 83% des salariés. Alors, j'ai ma petite fiche avec quelques chiffres. Je ne les ai pas tous appris par cœur pendant l'été, j'avoue. C'est aussi un levier, comme vous le disiez, de développement de compétences, notamment des compétences psychosociales qui sont là encore importantes dans les moments de transformation des entreprises comme celle que l'on vit en particulier à la SNCF. Voilà, je ne vais pas vous faire de liste à l'après-vert, mais en tout cas, on a pu mesurer avec cette mesure d'impact les bénéfices, ou en tout cas, enfin, voilà, les bénéfices du mécénat de compétences. Et on peut venir vous demander l'étude si on a envie d'en savoir un petit peu plus sur l'ensemble des travaux que vous avez menés. Benoît Clocheret, vous êtes président d'Artelia, groupe de services en ingénierie. Alors, vous remarquerez que c'est le troisième à prendre la parole et qui sont dans l'enfilade, mais vous avez vu que je les ai laissés s'installer. Je n'ai pas organisé les tours de prise de parole de cette façon-là. Ça s'est fait naturellement. Dites-nous pourquoi Artelia a basculé du congé solidaire au mécénat de compétences. Alors effectivement, notre trajectoire chez Artelia est un petit peu différente. Peut-être qu'Artelia est un peu moins connu que mes trois voisins. Nous, c'est 11 000 collaborateurs dans 40 pays dans le monde, des pays de l'OCDE et beaucoup de pays en développement, en Afrique et dans l'ASEAN notamment.
Et la Fondation Artelia a été créée il y a 15 ans, donc elle fait vraiment partie de l'ADN du groupe, et elle a débuté sur le congé solidaire, c'est-à-dire des ingénieurs, des experts français qui accompagnaient des ONG françaises pour des missions en Afrique, dans le domaine de l'eau, du bâtiment, de l'énergie. Et puis, d'une part, on a vu qu'on faisait appel de plus en plus aux mêmes ressources, qui ne sont pas inépuisables en termes d'expertise. Et puis, on a, comme nous tous, été fracassés par le Covid. Et puis là, évidemment, il n'était plus question de prendre l'avion. Et il n'était pas non plus question d'arrêter notre engagement en termes de philanthropique. Donc on s'est rapidement reconverti. Bon, il y a eu quelques idées et réflexions préliminaires sur l'introduction d'une dose de mécénat de compétences. Et évidemment, tout ça s'est accéléré. Et ça s'est accéléré parce qu'on ne pouvait plus voyager. Ça s'est aussi accéléré par la montée en compétences d'expertise partout dans le monde. Ce n'est pas que les Français qui vont apporter l'expertise aux quatre coins du monde, mais on a vu notamment en Asie du Sud-Est, les équipes en Thaïlande, aux Philippines, de plus en plus, qui ont de plus en plus d'expertise technique, beaucoup de demandes évidemment locales de la part des ONG, et donc on a développé le mécénat de compétences. Alors c'est vrai que c'est plus facile de mobiliser sur les congés quelqu'un quand vous lui offrez un billet d'avion pour aller passer... faire une mission au Cambodge qui complète par quelques vacances pour revenir, que pour aller de Saint-Ouen à Argenteuil ou je ne sais trop pour aider une association locale. Donc évidemment, tout ça rentre en compte, mais on est passé et il y a une montée en puissance extrêmement rapide. Aujourd'hui, on est à peu près, c'est plus modeste là aussi que les autres panélistes, mais de l'ordre de 500 jours par an, plutôt des petites missions ou des missions de courte durée ou plusieurs missions égrenées dans le temps. Et ce que je voulais aussi dire, c'est qu'on parlait d'ancrage territorial tout à l'heure. C'est vrai qu'il y a eu un moment où les entreprises ont devenu une grande entreprise internationale, globale, un peu apatride, et puis qu'il y a eu ce retour vers l'ancrage territorial, et ça on le sent très fort, et à la fois la demande des associations, à la fois même la demande de nos équipes, c'est de pouvoir aider les associations qui sont à leur porte. D'ailleurs, un certain nombre d'entre elles sont identifiées et ce sont nos équipes qui nous sollicitent pour aider les associations et c'est très bien comme ça. Ça contribue aussi à l'engagement de nos collaborateurs. Donc voilà, on a basculé progressivement. On n'a pas basculé, c'est plutôt que les deux dispositifs se complètent aujourd'hui et nous permettent de faire écho à notre raison d'être, c'est créer des solutions pour une vie positive. On le fait, on essaie de le faire le mieux possible vis-à-vis de nos clients et on le fait aussi à travers de cette dimension philanthropique. Donc la raison d'être, ce n'est pas juste une jolie phrase qu'on a rédigée ensemble après 6 ou 12 mois de travail. Vous l'incarnez réellement au travers de ces engagements-là. On cherche à le faire tous les jours. Oui, je ne dis pas que tout est parfait, mais on cherche. Et quel retour vous avez des collaborateurs? Qu'est-ce que ça provoque chez eux? Je vous disais que ça fait 15 ans que la Fondation Artelia existe, donc elle fait vraiment partie de la vie de tous les jours de l'entreprise. Donc le retour, il est extrêmement bon. D'ailleurs, on voit bien que toutes les personnes qui sont parties en mission, dans un mode ou dans un autre, sont les meilleurs ambassadeurs de notre fondation. Ils font rêver les autres et les entraînent. Il y a, beaucoup de choses ont déjà été dites, mais évidemment, il y a un sujet autour de la compétence professionnelle. Peut-être on n'a pas vraiment insisté. Je vous écoutais tout là en disant, mais peut-être que ça peut faire partie d'un parcours professionnel. Et ça, je le crois. Vraiment, c'est-à-dire qu'on doit reconnaître et pousser les collaborateurs qui, au-delà de bien réussir dans leur boulot de tous les jours, s'engagent sur des missions. Et d'ailleurs, ils se retrouvent dans un nouvel environnement avec des moyens différents, souvent plus faibles d'ailleurs, avec des interlocuteurs différents qui raisonnent différemment. Et évidemment, ça les incite à s'ouvrir et à développer de nouvelles compétences. Il y a une dimension aussi de philanthropie, parce que tout à l'heure, j'entendais il ne faut pas perdre de l'utilité sociale. Et ça, c'est quand même la base de la base. C'est-à-dire qu'on ne fait pas du mécénat de compétences pour le besoin de l'entreprise. On le fait d'abord pour le besoin des associations et de la société. Et ce besoin philanthropique, je pense que si on est tous là dans la salle, c'est parce qu'on est mu par cela en tant que dirigeant, des RH, directeur RSE. Mais la réalité, et c'est heureux, quand même, beaucoup de nos collaborateurs ressentent que la gratuité, ça fait partie de la vie et que ça fait aussi partie de la vie de l'entreprise. Et donc, on arrive à répondre à leurs attentes d'engagement gratuit en même temps que leur développement de compétences. Peut-être pour finir, il y a aussi une dimension collective, une dimension de fierté. D'ailleurs, on a certaines de nos missions qui sont réalisées par 2 ou 3 collaborateurs d'une même équipe qui vont ensemble dans une entreprise. Et là aussi, ça permet de créer du lien, de la cohésion, de l'attractivité. Et nous, dans notre développement de notre marque employeur, on parle toujours d'aventure humaine à l'intérieur de l'entreprise et d'impact vis-à-vis de nos clients. Alors, on fait un métier d'ingénierie qui transforme la ville, les territoires, donc c'est assez naturel dans nos métiers.
Mais voilà, cette dimension collective, je pense qu'elle est aussi à travailler et elle est aussi un accélérateur dans l'engagement des collaborateurs. Parce qu'ils aiment bien aller avec leurs amis du boulot, en fait. Alors, on va se tourner vers Justine Coutard. Vous êtes directrice générale déléguée du groupe ADP. Vous allez nous dire combien il y a de collaborateurs chez ADP et dites-nous quels sont les types ou les formes d'engagement que vous observez chez vos collaborateurs. Alors, on est à peu près 6000 collaborateurs à Paris. Et on a 2/3 de ces collaborateurs qui sont engagés dans du mécénat de compétences, et notamment dans la plateforme numérique qu'on a mise en place récemment, Je m'engage, pour un groupe ADP, qui permet à chaque collaborateur de faire son marché, en quelque sorte, et de pouvoir sélectionner les missions ponctuelles ou régulières, en format individuel ou collectif, qui correspondent à leurs attentes. Donc, les formes que revêt ce mécénat de compétences correspondent à peu près à tout ce qui a été dit. On a essayé au fil du temps, ça fait désormais presque 10 ans qu'on a mis en place ce mécénat de compétences, de varier le plus possible la durée, la récurrence de ces formats pour justement toucher un maximum de collaborateurs, quel que soit leur métier, quelles que soient leurs contraintes personnelles, professionnelles, pour aller à la fois sur du mentorat, du parrainage, des missions ponctuelles, notamment dans le cadre du mois de l'engagement. Le mois de novembre, c'est le mois qu'on dédie désormais depuis 2022 à l'engagement pour favoriser davantage la mise à disposition des collaborateurs et que ce soit davantage ancré dans les pratiques au quotidien de l'entreprise. Et puis le mécénat de fin de carrière, bien entendu, qui est aussi un dispositif très intéressant. Il y a 12 collaborateurs depuis qu'on l'a mis en place qui se sont consacrés sur leurs dernières années avant le départ en retraite à ces missions au service d'associations. Et puis il y a aussi ce qu'on appelle les séminaires solidaires, donc ces moments de team building qu'on organise avec des associations dans des domaines extrêmement variés, que ce soit l'environnement, des actions solidaires, pour justement cultiver aussi ces formes d'engagement dans un format un peu plus collectif. Alors l'une des particularités du mécénat de compétences, celle qu'on essaye de le développer, c'est aussi de faire en sorte que le lien avec le territoire soit le plus important possible. Et ça, c'est tout le travail qui est mené par la direction de l'engagement citoyen. Donc je salue la directrice, Laure Kermen, qui fait ce travail scrupuleux, à la fois pour sélectionner les associations, les missions qui sauront trouver leur public et qui susciteront de l'intérêt chez nos collaborateurs, et aussi pour faire en sorte que le plus possible, ces missions bénéficient à nos territoires d'emprise. Puisque des aéroports, ce ne sont pas tout à fait des objets économiques anodins, c'est des objets qui ont une inscription très forte dans le territoire, au plan géographique, qui sont aussi source de nuisances, de bruit, de pollution pour les collectivités environnantes, sur lesquelles évidemment on travaille activement. Et donc il nous semble d'autant plus important de pouvoir donner aux territoires qui subissent ces conséquences, de leur faire toucher du doigt les bienfaits également de notre activité, et pas seulement en termes d'emploi, traditionnellement c'est ce qu'on mettait en avant, mais aussi de leur faire toucher du doigt que nos collaborateurs peuvent être à leur service. Que ce soit d'ailleurs dans le tissu associatif, mais y compris auprès de collectivités. Donc ça, c'est une forme nouvelle qu'on essaye de développer, qu'on a mise en place plus récemment. C'est qu'on a des collaborateurs, on a à peu près 289 métiers au sein du groupe ADP, donc des expertises très variées, et dont certaines peuvent bénéficier également à nos collectivités d'emprise. Donc récemment, on a mis à disposition un certain nombre de jours par mois un expert en biodiversité qui fait partie de nos équipes et qui est mis à disposition d'une commune d'emprise qui avait l'intention de développer un schéma directeur, une politique, une ambition en matière de biodiversité. Et donc on le met à disposition de cette commune pour qu'elle puisse développer sa feuille de route et mettre en place des actions qui d'ailleurs soient, si possible, cohérentes avec celles qu'on met en place de notre côté. Voilà, donc pour vous donner quelques illustrations. Un ancrage territorial très intéressant. Même question que précédemment, qu'est-ce que ça provoque chez vos collaborateurs ? Beaucoup de fierté. Et aussi, je pense que ce qui est très important chez nos collaborateurs, d'ailleurs comme chez nos parties prenantes, c'est ce décloisonnement. C'est-à-dire faire en sorte que l'interne et l'externe dialoguent davantage et selon des modalités différentes. On a un dialogue très nourri avec la riverainté. Ce sont des modalités, je pense, que je n'ai pas besoin de vous dépeindre, vous pouvez l'imaginer. Là, ça renouvelle justement les conditions de ce dialogue. Ça permet de faire toucher du doigt au tissu associatif, au tissu local, la variété des compétences, la richesse des ressources humaines d'une entreprise comme ADP. Et pour nos collaborateurs, c'est aussi extrêmement intéressant que d'aller, sur une mission ponctuelle ou plus régulière, se mettre au service des territoires qui nous environnent, que ce soit
pour la lutte contre l'illettrisme, sur le parrainage de jeunes, sur des actions pour le reboisement, par exemple, des collectivités, des parcs alentours, et justement créer davantage ce trait d'union qu'on essaye de cultiver par ailleurs, mais le mécénat de compétences, justement, est un moyen de contribuer à ce décloisonnement, à cette ouverture entre le milieu aéroportuaire et le territoire dans lequel on s'inscrit. C'est très intéressant. Merci pour ces témoignages. J'ai encore des questions à vous poser, mais on est vraiment pris par le temps. Alors, je vais vous les poser, mais je vous propose d'y répondre en moins d'1 minute. Je sais, ça va être court, c'est compliqué. Ah là là, ces animateurs, ils sont terribles. Benoît Clocheret, est-ce que vous pouvez nous dire quel défi le mécénat de compétences pose dans votre organisation RH ? Il y a toujours un moment, un conflit entre aller servir son client ou aller servir une association. Mais ça, j'ai envie de dire, c'est aussi le boulot de tous les jours. On jongle avec des milliers. On a 28 000 projets en cours chez Artelia en parallèle. Donc, on arrive bien à organiser ça. L'autre défi, c'est là aussi, on a tout un panel, notamment du management intermédiaire. Il y a les plus grands promoteurs, il y a un peu les détracteurs, ceux qui ne sont pas encore convaincus. Mais pour faire écho à ce que vous disiez tout à l'heure, sur nos équipes, elles rentrent chez Artelia pour un travail, mais elles rentrent aussi pour une mission. Et tout le management, je pense les dirigeants, mais voilà, toute l'échelle de management intermédiaire le comprend de plus en plus. Et c'est bien que ça doit faire partie de la manière de manager ces équipes pour qu'elles soient fidèles, engagées et aussi contributives, puisque je disais tout à l'heure que ça contribue à la compétence professionnelle. Donc tout ça est en train de s'auto-réguler et à rentrer dans la vie normale de l'entreprise. Et c'est ce qui est le mieux qui puisse arriver, en fait. Alors, repassez votre micro à Justine Coutard. Audrey Richard en parlait tout à l'heure. Est-ce que chez vous, le mécénat de compétences peut s'intégrer dans les parcours professionnels ? Alors absolument, et c'est l'un de nos grands défis. On voit aujourd'hui que le mécénat de compétences touche encore majoritairement des cadres, un peu moins les salariés qui sont en tableau de service, pour lesquels c'est plus difficile d'arriver à dégager du temps de manière spontanée. Et donc ce qu'on aimerait, c'est l'année prochaine essayer d'avoir un accord avec nos organisations syndicales justement sur ce sujet pour mieux intégrer le mécénat de compétences dans les parcours et avoir quelque chose d'encore plus structuré au niveau de l'entreprise pour que ça touche de manière plus homogène, plus structurée l'ensemble de nos métiers et que ça s'inscrive dans des parcours. Et on a plutôt l'habitude d'avoir des salariés qui passent leur vie dans l'entreprise. Voilà, c'est une entreprise à laquelle les salariés sont fidèles. Donc ça nous permet aussi d'avoir cette visibilité et de nous projeter sur le temps long en intégrant pleinement le mécénat comme une étape de ces parcours. Muriel Signoret, on va élargir un petit peu la réflexion pour terminer avec vous et avec Vincent. Est-ce que vous diriez que le mécénat de compétences redéfinit la place de l'entreprise dans notre société aujourd'hui ? Il se développe de plus en plus ? Alors oui, effectivement, et notamment, je voudrais finir par cet ancrage territorial dont Justine a parlé, qui est absolument clé aussi pour nous, pour une entreprise comme la SNCF. Et c'est vrai que le mécénat de compétences va permettre en fait aux acteurs des entités locales, puisque voilà, on a une empreinte territoriale avec nos 28 000 kilomètres de voies, nos 3 000 gares, etc., qui est absolument massive, et donc va permettre aux entités territoriales de créer du lien de proximité avec des acteurs associatifs locaux, et je trouve qu'il y a une relation partenariale en fait forte qui se met en place à l'échelle du territoire, à l'échelle la plus petite du territoire, et qui est absolument bénéfique pour les uns et les autres. Merci à vous. Et Vincent Le Cerf, pour terminer, on n'est pas n'importe où, on est sur la rencontre des entrepreneurs de France ici. Est-ce que vous auriez un message à passer aux autres entreprises, aux autres entrepreneurs qui sont réunis aujourd'hui sous cette bannière du MEDEF ? Je pense que simplement le mécénat de compétences, c'est une opportunité formidable de faire société. C'est un levier de motivation très très fort pour nos collaborateurs. Et c'est une façon formidable pour intégrer l'entreprise dans la société, par l'impact des collaborateurs, par les liens que ça crée, par le lien avec le tissu associatif. Donc ça, c'est vraiment un sujet essentiel. Et dans la petite remarque qui était sur la fiscalité, oui, c'est important de garder un cadre qui permet de motiver les entreprises à le faire. Ça reste un coût pour l'entreprise, mais ça reste un investissement pour la société et pour la motivation de nos collaborateurs. Donc. Eh bien, un grand merci à tous les quatre. Je vous invite à regagner la salle. On retient évidemment de vos interventions
que le mécénat de compétences est bien en train de s'imposer en tant que levier de ressources humaines. Je précise quand même que pour prolonger cette réflexion, l'Alliance pour le mécénat de compétences a lancé un club RH que vous pouvez naturellement rejoindre.